On a créé un groupe de réflexion autour de l'école et on s'est rencontrés, différentes personnes qui ont un bagage un peu différent pour essayer de repenser un peu l'école. On le fait quand même dans une perspective où le Collège Sainte-Anne a un terrain à côté d'une école primaire et il souhaite prolonger au niveau secondaire. Donc, mais c'est pas un projet qui sera dans l'immédiat, c'est un projet peut-être dans 2 ou 3 ans. Alors, le directeur pensait regrouper des gens, dont je suis, pour essayer de voir qu'est-ce que pourrait être l'école. Dans ce groupe-là, il y a quelqu'un qui est un peu plus technologique, il y en a qui sont au niveau plus pédagogique. Moi, j'amène ma compréhension, si on veut, de l'espace par rapport à l'apprentissage. Alors, à terme, on espère, on est en processus de faire ça, on aimerait avoir un prototype un peu de ce que serait l'espace dédié à l'enseignement. La problématique avec l'école, comme on l'a conçue, c'est un modèle, c'est ça qui est assez un peu déconcertant. On voit l'école qui était faite au début du 20e siècle, au milieu du 20e siècle, puis à la fin du 20e siècle. Il n'y a pratiquement pas de différence. Les matériaux ont changé un peu. Je dirais peut-être au début, on avait des plafonds un peu plus hauts, des grandes fenêtres, puis l'espace, même, je dirais, il est devenu plus compact. Le modèle que l'on offre au Québec, et que ce soit dans les établissements privés ou publics, ne fonctionne plus vraiment. On dit que l'école n'est plus à réformer, mais plus à révolutionner. On arrive à un constat où on dit que la société change tellement, la place des technologies est importante et est incontournable, et que ça a un impact important dans les établissements d'enseignement scolaire. Si on avait l'occasion de partir de rien, qu'est-ce qu'on ferait comme école? Mélanger des gamins, différents âges éventuellement, dans des lieux complètement différents. Ça peut se faire à l'école, ça peut se faire dans une bibliothèque, ça peut se faire au bord de l'eau. C'est quoi la différence? Donc sortir l'école un peu de... Même c'est mieux, je pense. Là. Dans la vie, tu mémorises des choses, c'est toujours dans le même espace. Essayer de te rappeler si pour tes résolutions de problèmes, tu changes d'espace, si tu vas dehors pour faire une autre chose. Ça, en plus, je suis sensibilisé à l'espace, puis je vois comment je fonctionne et mon équipe fonctionne. Puis on a besoin justement de bouger, de se déplacement, de changer. Bien, tu revenais sur l'espace, puis moi je pense que c'est clé parce que de repenser physiquement l'école comme un lieu, pas nécessairement comme on le voit aujourd'hui, mais je pense que c'est essentiel, ça. Le nouveau type d'école qu'on est en train de créer, c'est une école qui est créée sur une base très responsable et collective, où le vecteur de la créativité va être probablement dominant dans toutes les sphères d'apprentissage. Moi, je crois que la créativité va probablement réinventer notre société dans le futur. Pour réinventer l'école, ce qu'il faut faire, c'est table rase, commencer de rien, et puis de bâtir ce que les jeunes ont besoin pour travailler dans le futur. Et à partir de là, on peut revenir en arrière, parce qu'il y a des bonnes choses qu'on a faites dans l'éducation dans le passé, puis qu'on est capable d'aller reprendre ces bonnes choses-là, puis les ramener dans notre nouveau modèle. On a formé un groupe de travail avec Hugo, qui est le directeur chez mon Collège Sainte-Anne. Moi, je reste dans l'ouest de Montréal et j'ai une petite fille de 5 ans qui va aller à l'école maternelle l'année prochaine. Et quand j'ai fait la visite, là, j'étais vraiment abasourdi. Quel air frais! Et j'ai décidé de lui faire le cadeau de la beauté. Moi, je trouve que cette école-là, qui est peut-être privée, mais donne un exemple fantastique aux gens de qu'est-ce que n'importe quelle école de quartier, si elle est bien rénovée, peut être. L'Académie Sainte-Anne, c'est même à l'intérieur d'un bâtiment existant. On peut. Il n'y a pas besoin de tout reconstruire avec de l'imagination. C'est là la valeur ajoutée de la création. On dirait qu'elle n'existe pas au ministère de l'Éducation. Non. J'ai trouvé à quel point ça prenait plus d'imagination que de budget. Et je pense que ce que j'aime de ce modèle-là, c'est justement que c'est transférable à n'importe quelle école de quartier qui aurait bien besoin d'amour. En classe, on prend vraiment pour une pédagogie plutôt active. Donc, l'élève est tout le temps en manipulation. On travaille beaucoup en classe inversée. La partie théorique se fait à la maison et la partie pratique se fait en classe. Parce que la meilleure personne pour s'assurer que l'élève a compris, c'est le prof.
Donc, à la maison, l'élève va écouter une capsule, 5-7 minutes, va faire des petits exercices juste pour s'assurer que c'est maîtrisé. Puis là, quand il arrive à l'école, on fait un retour, voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis ensuite, on met les élèves en action sur des exercices. Puis le prof peut se permettre de se déplacer d'un endroit à un autre, répondre aux questions, aller chercher les élèves, disons, qui ont des facilités, puis leur donner des défis supplémentaires pour qu'ils aillent un peu plus vite. Puis les élèves qui ont des difficultés, mais on peut s'asseoir, prendre le temps, bien expliquer les choses. Ça nous permet de faire beaucoup de différenciation pédagogique comme ça, ce qu'on a moins le temps de faire dans une classe qui est magistrale. Ça, c'est des tomates. Ça, c'est des poivrons. Ça, c'est des concombres. Il y a d'autres choses qu'on va planter. À la fin de l'année, mais ou l'année prochaine, ils vont nous donner comme un bol, puis ça va avoir comme chaque salade, parce que chaque groupe dans l'école ont fait leur salade. Puis toi, c'est quoi ton activité préférée à l'école? C'est l'horticulture, car c'est amusant d'être avec les animaux et c'est aussi amusant comme de planter les fleurs et... Au niveau du secondaire, ça fait quand même plusieurs années qu'on faisait l'intégration de technologies en classe puis tout ça. Puis on réalise que les élèves, maintenant, ils sont plus capables d'être assis longtemps à écouter. Ils sont nés avec les technologies et tout ça. Puis il y a plusieurs études qui montrent que c'est une bonne façon d'apprendre. Est-ce qu'il faut faire ça tout le temps? Non. C'est pas la solution à tous les problèmes, là, puis c'est pas tous les enfants qui, tout d'un coup, vont devenir des éponges et vont tout apprendre. Il faut aller le plus possible, varier nos méthodes pour aller chercher le plus d'élèves possible. C'est sûr qu'un professeur, ça peut parler vite, ça peut parler lentement, puis des fois, tu peux pas très bien comprendre. Tandis que sur nos ordi, notre prof, elle enregistre des dictées, puis nous, on peut rejouer la phrase, disons, si elle allait trop vite ou quelque chose comme ça. Le moule de l'école du passé ne peut plus être appliqué présentement parce que les étudiants utilisent des outils qui sont différents. Ils sont pas nécessairement, pas besoin d'un pupitre avec des livres. Le moule doit être plus éclaté et adapté à la modernité. C'est le milieu, c'est vraiment la société au grand complet de l'école qui est à repenser, selon moi, au Québec. C'est vraiment l'entrée dans la société de l'enfant, l'école. Quand on arrive sur notre planète, c'est quand on va à l'école. On ne peut pas manquer cet endroit-là. Moi, je dis toujours à la blague à Radio-Canada, moi, j'enverrais pas mon enfant dans les décors d'Unité 9 étudier. Le budget des écoles dans les milieux défavorisés doit doubler parce que il faut que ces endroits-là donnent le goût, justement. Tu sais, dans les quartiers favorisés, tu es déjà dans quelque chose de génial, tu as déjà plein d'affaires chez toi, mais dans les quartiers défavorisés, l'enfant va prendre plaisir à justement, découvrir des choses. Ça va être l'école. Et c'est là, moi, en tout cas, c'est une des premières... si jamais je suis ministre de l'Éducation, ce sera mon priorité, comme on dit, la priorité prioritaire. Alors donc, on est dans le quartier Saint-Roch, ici à Québec, tout près de notre atelier. En fait, Pierre Leroux voulait avoir un espace de travail agréable. Alors, la stratégie, en fait, qu'on a utilisée pour OVH, j'aimerais vraiment pouvoir l'utiliser dans le milieu de l'école, c'est-à-dire l'idée que l'espace d'apprentissage est multiple. On n'est pas uniquement toujours dans la même classe, dans la même position avec un professeur en avant. Le type d'apprentissage aujourd'hui, comme on a de nouveaux médiums, c'est plutôt, je dirais, l'écolier, l'enfant qui se déplace dans différents environnements qui sont adaptés au type d'apprentissage qu'il va faire. Alors, on a travaillé un peu sur cette idée d'ambiguïté dans l'espace de travail. Est-ce qu'on est dehors? Est-ce qu'on est en dedans? Et la première idée qui nous est venue, c'est de créer comme un quai. Donc, un quai comme si on était sur le bord du Saint-Laurent. Donc, cette grande plateforme en bois
Autour de ce quai, on a dit on va mettre comme des bureaux qui sont aussi mobiles. On a donné aussi une présence très grande à la végétation, faire en sorte qu'en se déplaçant dans cet espace-là, on a un peu l'impression d'être allé faire une balade sur le bord de la plage ou à la mer. Physiquement, dans le courant de la journée, pour rester, je dirais, toujours alerte, vigilant, le corps a besoin d'avoir autour de lui un environnement différent. Ils ont différents types de salles de rencontre. Et on se rappelle qu'on a une idée dans la boîte orange ou plutôt sur le quai ou à la plage de bois là-bas. Donc, de faire un espace dans lequel on est bien et dans lequel on a la possibilité de déambuler. L'idée derrière ce projet-là, c'est la question de la modularité, de faire en sorte que les employés qui travaillent au VH s'approprient l'espace. Que les employés ne soient pas consommateurs de leur bureau, mais qu'ils soient acteurs de leur bureau. Et c'est exactement ça qui s'est passé. On a découvert avec le groupe de travail que l'apprentissage se fait bien en groupe de 6. Un enfant ne peut pas être dans un groupe de 30 personnes constamment dans une journée pour apprendre. Et si on l'amène dans des espaces pour être disponible à un certain type d'apprentissage, on facilite. C'est pour ça qu'on dit que l'espace est un autre professeur. C'est comme un professeur adjoint quelque part. Les Danois parlent du troisième professeur. C'est celui qui va favoriser un meilleur apprentissage. Alors, c'est toute cette interaction que l'espace permet d'expérimenter. Et c'est un peu pourquoi l'école, comme on la voit, serait un peu à l'image de ce qu'on a fait ici pour OVH. La notion d'éducation, c'est pas simplement des matières qu'on absorbe, c'est aussi apprendre à s'exprimer, à dialoguer avec l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression un peu au Québec que par rapport à ça, il n'y a pas de vision globale. Et c'est un peu ce qui nous étonne de dire on a des moyens, on veut, puis on est quand même, par rapport à d'autres sociétés, on investit une somme importante, mais ça ne semble pas apparaître dans les cadres de vie, l'environnement où les enfants se trouvent. Même si on mettait, je sais pas moi, 1 milliard de dollars demain matin pour rénover et se construire des écoles tripantes, il faudrait faire d'autres choses avant. Premièrement, il faudrait éclater un peu le moule, la pensée des fonctionnaires, parce qu'il y a des normes incroyables. Quand une classe au secondaire, ça a X pieds carrés, c'est de telle façon. Il y a des normes qui sont extrêmement anciennes. C'est bien beau mettre de l'argent, mais il faut que notre gouvernement s'assoie et repense tout ça. Tous les cerveaux sont différents. Les jeunes apprennent de façon différente. Et l'apprentissage, bien, ça se fait par expérience. On appelle ça de l'apprentissage par contexte. Et c'est de se questionner ce contenu-là, ou cette notion-là, ou cette compétence-là, dans le monde réel, elle se vit comment, elle se manifeste comment, et d'essayer de reproduire à petite échelle des contextes de vie réelle. On va essayer de développer le projet en différentes phases qu'on va ensuite mettre ensemble pour nous permettre de monter une école, au final, qui se tient la route, aussi bien financièrement qu'au niveau du bâtiment, du projet éducatif, des enseignants. Ce que je dirais par rapport aux contraintes financières, pour moi, c'est quasiment un des drames de notre société. C'est un des drames de notre société. On ne met pas d'argent au moment de l'éducation. Le pourcentage du PIB qu'on met à l'éducation est beaucoup moindre que ce qu'on met à la santé. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire, les jeunes, au début, on dit, ben non, nous autres, on coupe, les écoles sont en moitié détruites, il y a de la pourriture là-dedans. Puis là, il y a le monde de la santé, tout est permis. Là, on fait des hôpitaux à coups de milliards. J'ai rien contre la santé, je suis pour la santé. Mais dans d'autres sociétés qui ont les mêmes revenus que nous, on a réussi à équilibrer, même à donner plus à l'éducation. Quand on donne plus à l'éducation, les gens sont informés. Au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mieux manger.
Ils vont savoir que se maintenir en forme, c'est important. Donc, c'est là qu'on doit mettre. C'est pas attendre, c'est la priorité. Et c'est là que tu crées la société de demain qui va être plus respectueuse de l'environnement, qui va être plus collaborative, qui va être... C'est la base pour moi. Il y a une éducation sociétale par rapport à la valeur de bien faire les espaces qui sont destinés à la communauté. Comment eux doivent évoluer aussi avec la communauté, comment on s'adapte pour faire que aujourd'hui l'élève qui entre à l'école ne rentre pas de reculons, mais se dise quelle belle journée j'ai passée ici.